J'y vais. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie. Vous êtes plus de 70 avec nous aujourd'hui. Et puis, comme nous le disions, la conférence va être disponible aussi en replay. La plupart d'entre vous êtes étudiants de classe prépa en deuxième année, je crois. Donc, d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School. Vous dire que nous pensons beaucoup à vous parce que c'est jamais facile d'être en prépa à cette période, quelques jours presque avant le début des écrits. Dans un contexte sanitaire un peu compliqué, c'est aussi toujours, c'est encore plus éprouvant. En tout cas, la bonne nouvelle, hein, je le disais en aparté, c'est que a priori, il n'y a pas d'incertitude et d'inquiétude à avoir. Les concours écrits et on espère oraux vont se passer comme prévu. Les écrits sont en train d'être organisés aux dates prévues dans les lycées, même si les lycées sont fermés. Et pour les oraux, nous les maintiendrons, si possible en présentiel et sinon à distance. Mais en tout cas, comptez sur nous. On est très, très déterminés à ce que vos concours se passent dans d'excellentes conditions. Donc voilà, c'est très important pour nous. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est une conférence sur un sujet absolument passionnant qui est le monde du travail face au choc du digital. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir et d'introduire cette conférence que nous avons développée en collaboration avec l'Association des professeurs de prépa aux écoles de commerce et en particulier avec Gérard Péot qui est avec nous aujourd'hui et qui va intervenir dans la table ronde, qui est bien sûr, enfin vous le connaissez je pense, mais professeur de SH et membre du conseil d'administration de l'association des professeurs de prépa aux écoles de commerce. Nous avons également trois autres intervenants. Vous voyez qu'on a réuni des points de vue différents, mais des experts très pointus sur le sujet pour finalement vous donner une perspective à la fois plurielle et très riche sur cette question. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Gilbert Sett, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et président du groupe d'experts sur le SMIC, qui travaille beaucoup sur les évolutions du monde du travail en tant qu'économiste et spécialiste des relations sociales. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Camille de Vitrac, directrice régionale en charge des ressources humaines chez Ferrero, donc j'allais dire qui vit et observe les évolutions du monde du travail dans son quotidien, dans son entreprise. Et puis, last but not least, Jean-Baptiste Chuquet, professeur à Neoma, donc voilà, donc grand spécialiste et grand expert, mais qui est surtout un analyste du travail et des organisations. Donc, cette initiative, c'est une première, hein, cette conférence qu'on organise. On espère qu'il y en aura d'autres dans les années à venir. L'idée, c'est vraiment le continuum de la prépa à l'école, de réfléchir et d'échanger avec vous et sur des sujets qui sont très importants quand on est en prépa et pour les concours, mais qui sont aussi très importants ensuite quand on est étudiant en école de commerce et dans la suite de sa carrière professionnelle. Et ça vous montre vraiment qu'on travaille de concert et de manière très étroite avec les étudiants et les professeurs de classe préparatoire. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Imen Mejri, directrice du programme Grande École de Neoma, et donc j'espère que si vous réussissez le concours, elle sera votre directrice. Bon, ça c'est un petit clin d'œil, mais je passe la parole à Imen. En tout cas, bienvenue virtuellement à Neoma et j'espère que vous allez avoir beaucoup d'intérêt à suivre cette conférence et à partager ce moment avec nous. Bienvenue à vous tous. Merci. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous d'abord. Je suis effectivement la directrice du programme Grande École de Neoma Business School. Donc, je rebondis sur ce que vient de dire Madame Manceau par rapport à l'importance du continuum effectivement entre les classes préparatoires, que ce soit les professeurs, mais également les élèves, vous, mes futurs élèves, étudiants. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Péot et je serai là, j'interviendrai au fur et à mesure, donc après les présentations de nos conférenciers. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, si vous avez une question spécifique à l'un de nos trois conférenciers
que ce soit Monsieur Seth, Madame de Vitrac ou Monsieur Suquet, de préciser le nom de l'intervenant. Mais si vous avez une question plus générale ou globale, aussi n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. À la fin, après les différentes présentations et échanges, nous reprendrons vos questions, effectivement, et nous les poserons à nos différents conférenciers. Donc, à tout à l'heure et merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Péot pour nous parler justement de ce continuum et ce premier événement qui sera le premier, j'espère, parmi plein d'autres. Bien, je vous remercie. Alors, évidemment, je suis très heureux de cette conférence inaugurale en espérant que cette première en appellera beaucoup d'autres. Je remercie Neoma d'avoir prêté une oreille attentive, évidemment, au projet présenté par la PHEC de nous unir autour de l'ESH, l'économie, sociologie, histoire, qui est une des matières importantes en classe préparatoire et qui est évidemment une matière qui sert de support au concours, mais qui en même temps aussi s'inscrit, si vous voulez, dans une réflexion plus large de la jeunesse sur l'économie, la sociologie, l'histoire. Il y a une volonté de mettre en perspective ces trois disciplines et c'est justement l'originalité de cette matière, l'ESH, qui n'est enseignée qu'en classe préparatoire économique et commerciale. Il y a trois dimensions, avec évidemment une domination de l'économie, mais le reste est très important. Notre objectif, c'est de mettre en place un événement annuel, c'est-à-dire que là, c'est la première, et de réitérer ça à partir de l'année prochaine, en présentiel, en associant à la fois les étudiants, auxquels on proposera de faire un petit challenge, de mener des réflexions, leurs professeurs, les professeurs évidemment de Neoma et des spécialistes des différents domaines que nous aborderons. C'est le cas cette année puisque vous avez évidemment réuni des spécialistes de la question qui va être abordée tout à l'heure. J'en suis donc très heureux, j'espère que ça va se pérenniser. Je trouve que l'idée du continuum est une idée très intéressante parce qu'elle associe des étudiants, elle associe leurs futurs formateurs professionnalisants, puisque nous ne les professionnalisons pas, mais elles associent l'école, en l'occurrence Neoma, et puis il faut prolonger ça, puisqu'ils sont appelés à travailler en entreprise. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'au travers de tout ce qu'ils auront reçu entre de la prépa, plus l'école, etc., on ait formé des gens qui seront ouverts d'esprit, au fait de la modernité, mais qui ne perdront pas le lien avec le passé, la société dans laquelle ils vivent, donc qui seront un petit peu ce qu'on pourrait appeler les honnêtes hommes ou femmes du 21e siècle. C'est-à-dire qu'ils ont un bagage assez complet, des capacités de réflexion dans un monde qui est compliqué. On voit bien la digitalisation, on va en parler, nous la vivons un peu contraint et forcé, il faut bien dire les choses. On n'était pas habitués, on était préparé l'an dernier, c'est nous est tombé dessus. On a fait beaucoup de bricolage, mais on arrive à faire des choses et je vous remercie vraiment. Et en particulier, je voudrais dire un mot de remerciement à Mesdames Gay et Daven, sans qui on n'aurait rien pu faire, et à Madame Mejri aussi, qui a été d'un secours et d'une participation très, très constructive. Voilà, donc je vous remercie au nom de la PHEC, en mon nom propre, pour cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Péot. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Monsieur Gilbert Seth pour introduire justement cette conférence sur la thématique du monde du travail face au choc digital, enjeux, perspectives et politiques. Merci beaucoup, Imen. Je suis très, très heureux de cette intervention. D'abord parce que c'est une conférence organisée par Neoma, qui est une grande, grande école, et je suis très heureux de m'en rapprocher. Et puis, deuxièmement, parce que ça me permet de vous parler d'un thème qui est très présent dans les débats courants, et qui me passionne, à savoir l'impact des changements technologiques et aujourd'hui plus particulièrement de la digitalisation sur le marché du travail et bien sûr sur l'emploi. Alors tout ce que je vais vous dire est dans le prolongement des pensées, des réflexions qu'un juriste, Jacques Barthélemy, très connu pour les juristes du travail, les juristes travaillistes comme on dit, et moi-même avons développé depuis une vingtaine d'années que nous travaillons ensemble, puisque ces questions-là touchent à la fois des questions économiques, des dimensions économiques, mais aussi des dimensions juridiques. Alors, d'abord, juste, et j'y reviendrai, donc je ne vais pas le développer, tout le monde a en tête que la révolution digitale, on devrait dire la numérisation de l'économie, a des forts effets sur le fonctionnement de nos économies, que c'est quelque chose qui peut accélérer, dynamiser
la croissance, transformer totalement les modes de travail, mais c'est ce que les économistes appellent une GPT, General Purpose Technology. C'est quelque chose qui peut modifier aussi les modes de vie, et d'ailleurs ça modifie celui des uns et des autres d'une façon permanente et continue. Alors néanmoins, pour en tirer le plein bénéfice, et c'est ce que je vais essayer d'évoquer, il faut adapter ces institutions à ce choc, parce que sinon on peut passer à côté, on peut en tirer un bénéfice partiel. Et il y a dans l'histoire économique des pays qui sont passés à côté de révolutions technologiques. Je voudrais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'Argentine. L'Argentine était un pays qui, au début du XXe siècle, était aussi développé en termes de produits intérieurs bruts par habitant que la France, que l'Allemagne, que les pays les plus avancés en Europe. Et puis maintenant, l'Argentine est un pays, comme vous le savez, je dirais, en rattrapage, si on peut dire. Et c'est un pays qui a perdu, qui a connu un déclassement. Pourquoi ? Parce que ces institutions n'ont pas été adaptées au plein bénéfice de la deuxième révolution industrielle qui a traversé le XXe siècle. Et c'est un pays qui garde les traces de cette gloire passée, puisque c'est encore le pays qui a la densité de psychanalystes la plus élevée au monde. Mais je dirais que l'Argentine se satisferait d'avoir d'autres titres de gloire, en particulier sur le plan économique. Alors, la révolution digitale a abouti provoque des transformations très très fortes, et je voudrais surtout évoquer deux de ces transformations dans la deuxième partie de mon intervention. L'émergence des travailleurs des plateformes numériques, parce que c'est quelque chose qui est dans l'actualité économique. Beaucoup de rapports ont été faits récemment là-dessus. Des ordonnances seront sans doute décidées par le Premier ministre et le Président dans le courant de ce mois d'avril qui vient de commencer aujourd'hui. Et puis, évidemment, je voudrais aussi parler du télétravail, puisque le télétravail est une réalité qui traverse tous nos modes de travail aujourd'hui. Et pour ceux qui ont écouté le président hier soir, c'est quelque chose qui est très chaudement recommandé pour permettre le travail sans faciliter la circulation du virus. Alors, tout de suite, pour aller dans le fond du sujet, je dirais, quand on parle du choc de l'économie digitale, du choc du numérique, il y a deux angoisses qui se manifestent. Une première angoisse est une angoisse quantitative. C'est l'idée que ça va provoquer des gains de productivité, ces technologies vont faire disparaître l'emploi, vont aboutir à une évaporation de l'emploi, vont être factrices d'augmentation du chômage. Et je voudrais vous dire pourquoi cette vision des choses est totalement fausse. Et puis, l'émergence de l'économie digitale aboutit aussi à une anxiété qualitative. Qualitative, ça veut dire que les emplois peuvent se transformer, peuvent se digitaliser, peuvent s'ubériser, et que je dirais, la pénétration du numérique et du digital dans nos économies peut aboutir à la substitution de l'emploi salarié par des emplois indépendants très fortement subordonnés, des emplois de type Uber. Et je voudrais vous dire pourquoi ce point de vue et cette crainte est également, comme la précédente, complètement fausse. Alors je vais commencer par parler de l'angoisse quantitative, pour ensuite parler de l'angoisse qualitative, et par rapport à cette angoisse qualitative, ensuite pour évoquer que faire par rapport quand même à un déséquilibre de protection dont pâtissent les travailleurs des plateformes numériques en particulier. Et puis j'évoquerai ensuite la question du télétravail pour conclure par quelques mots. Alors d'abord, l'angoisse quantitative. Je l'ai déjà évoquée pour dire en quoi elle consistait. C'est l'idée que donc, la numérisation de l'économie pourrait accélérer la productivité et en cela faire disparaître l'emploi et être factrice d'augmentation du chômage. Les économistes historiens nous apprennent que cette crainte a toujours été présente, à chaque révolution technologique. C'est quelque chose de permanent qui aboutit parfois d'ailleurs à ce que des mouvements ouvriers ont voulu détruire des machines. C'est ce qu'on appelle le ludisme ou le néoludisme au début du 19e siècle. Et même le grand Keynes nous a dit en 1930 que la seule réponse pour éviter cette évaporation de l'emploi, c'était une réduction drastique de la durée du travail. Il préconisait, lui, à horizon de 30 ans, vous voyez, 100 ans, c'est-à-dire maintenant en 2030, une horizon très très proche, le passage à la semaine
de 15 heures travaillées par semaine, parce que sinon, on risquait de connaître de grandes difficultés. Eh bien, ces points de vue, même celui de Keynes, était faux, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors d'abord, première chose, il y a un étonnement, parce que cette crainte, vous voyez que le numérique et le digital aboutissent à une évaporation de l'emploi, cette crainte est pour l'instant, en tout cas, complètement démentie par les chiffres. Ce que j'ai représenté dans ce tableau, c'est pour les principaux pays avancés sur différentes sous-périodes qui s'amorcent ici depuis 1890, les rythmes de croissance de la productivité du travail par heure de travail. Et ce que vous voyez, c'est que dans la dernière ligne, il apparaît que ces taux de croissance de la productivité horaire du travail sont les plus faibles. Les plus faibles observés sur toute cette période. Et même, si c'est ce que je vais faire, si je vous montre les évolutions annuelles un petit peu lissées, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous voyez, d'abord pour les États-Unis, on voit qu'aux États-Unis, on est à des niveaux, au niveau les plus bas qu'on observe sur toute cette longue période. Alors, on est en train de prolonger cette période pour traverser tout le 19e siècle, et c'est quelque chose qui sera encore observé au 19e siècle. Jamais dans l'histoire économique, sur ces 150 ans, on a observé des gains de productivité aussi bas. Et aussi bas, vous voyez, aux États-Unis, maintenant j'ajoute la zone euro en rouge. Vous voyez qu'en dehors des périodes de guerre, bien sûr, qui sont des périodes de faible croissance de la productivité du travail, mais si on exclut les périodes de guerre, jamais on n'a observé des gains de productivité aussi bas. Et pareil, si on ajoute le Japon, ici en vert, le Royaume-Uni en bleu, c'est quelque chose qui est observé dans tous les pays avancés, dans tous les pays les plus avancés en termes de développement économique. Les gains de productivité sont très bas. Et même pour poursuivre cette démonstration, si j'ose dire, ce que j'ai représenté sur ce dernier graphique, c'est les gains de productivité à l'intérieur de la zone euro, dans les 4 grands pays de la zone euro, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Vous faites la même observation, à part les périodes de guerre, jamais on n'a observé des gains de productivité aussi faibles. Donc, cette crainte, vous voyez, quantitative d'évaporation de l'emploi qui pourrait aboutir à une explosion du chômage partout, cette crainte est totalement, en tout cas, absente, enfin démentie par les chiffres. Les gains de productivité sont très bas et je dirais que la crainte qu'on peut avoir, c'est plutôt sur une période prolongée de vivre ce que les économistes appellent la secular stagnation, en prenant une expression d'Alvin Hansen, le patron de la profession des économistes américains à la fin des années 30, qui nous disait on va connaître une très longue période de faibles gains de croissance, de faible croissance et de faible gain de productivité. Et on sait qu'après ce discours fait en 1939, l'histoire l'a complètement démenti. Et bien cette expression secular stagnation a été reprise sur la période récente par beaucoup d'économistes et qui nous disent « Ah, on risque de connaître une croissance très faible de la productivité ». Alors, néanmoins, on a tous en tête que les gains de productivité aujourd'hui sont très faibles, donc la crainte en tout cas n'est pas présente, en tout cas est démentie par les chiffres tels qu'on peut les observer actuellement, mais on a tous en tête que la révolution digitale risque de produire des gains de productivité, d'aboutir à des gains de productivité d'une ampleur phénoménale. C'est ce que pensent quand même, non pas tous les économistes, mais une très grande majorité des économistes. Et alors, la question se pose de pourquoi on commence à connaître les transformations, vous voyez, dans notre vie de travail de tous les jours et même dans notre vie personnelle de tous les jours. On connaît déjà les transformations apportées par l'économie numérique et digitale, et pourquoi ça ne se traduit pas déjà dans des gains de productivité? Eh bien, il y a des économistes qui ont travaillé sur cette question-là, par exemple Paul David, un économiste américain, qui nous a montré que c'est quelque chose qu'on a observé dans toutes les précédentes révolutions technologiques. Dans toutes les précédentes révolutions technologiques, que ce soit la première au 19e, à la fin du 18e et au 19e surtout, et au tout début du 20e siècle, et puis la deuxième grande révolution technologique du 20e siècle, il y a eu plusieurs décennies entre l'émergence d'innovations technologiques, et pour Paul David, c'était la dynamo, et puis la traduction dans des gains de productivité et de croissance des effets de cette révolution technologique. Mais on sait que c'est en cours,
ça va se manifester et que ce tsunami va en quelque sorte nous bouleverser complètement. Et les premières activités d'ailleurs qui seront impactées, on les a tous en tête. C'est bien sûr par exemple le transport avec l'apparition, l'émergence du transport des voitures autonomes, des véhicules autonomes. C'est le domaine de la finance avec la disparition des agences bancaires, par exemple. Et puis, c'est le secteur du commerce avec le fait que dans un avenir qui n'est pas très éloigné de nous, il n'y aura plus de caissiers et de caissières, mais il y aura un scan direct des achats qu'on aura fait, un débit direct sur nos comptes. Vous voyez, c'est des exemples, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres d'activités qui vont être bouleversées par l'économie digitale dans les années ou les décennies qui viennent. On ne sait jamais le temps que ça prend pour se diffuser. Alors la difficulté qui est devant nous, ce n'est pas de s'opposer à ça, c'est au contraire d'accompagner ça. Ce qui veut dire qu'il y a des emplois qui vont devoir se transférer de certains secteurs, de certaines activités à d'autres, et j'y reviendrai un petit peu après. Ce que j'ai mis sur ce slide, mais je ne pourrais pas le commenter, j'en ai pas le temps, c'est les résultats d'une étude économétrique que j'ai faite avec 2 jeunes économistes et dans lesquels on montre sur des données d'entreprise à quel point les gains de productivité associés à l'utilisation des technologies digitales, ces gains de productivité peuvent être très forts. Et ce que j'ai représenté ici, c'est pour les différents grands pays du monde. Ça résulte d'un travail aussi que j'ai fait avec plusieurs co-auteurs. Quels sont les scénarios sur tout ce 21e siècle? Scénario de croissance dans une hypothèse de secular stagnation à gauche, c'est-à-dire de très faible croissance de la productivité et donc du produit intérieur brut, et au contraire à droite, dans un scénario de révolution technologique qui nous permettrait de bénéficier de gains de productivité très forts et donc de gains de croissance très très forts. Et si on prend simplement l'exemple des États-Unis, c'est les tout premières colonnes de ces 2 graphiques à gauche et à droite, vous voyez qu'on passe du simple au double. À gauche, une croissance de 1,5% du produit intérieur brut américain, en moyenne, sur le 21e siècle, et à droite, une croissance de 3%. Eh bien, ce que je vous prie de croire, c'est que si on est dans le scénario de gauche, on va faire face à des grandes difficultés. Parce qu'avec 1,5% de croissance et derrière 1% de croissance de la productivité seulement, on aura beaucoup de difficultés à faire face aux grands défis qui sont devant nous. Et ces grands défis qui sont devant nous sont vraiment multiples, mais pour ne nommer que les principaux, c'est évidemment le financement de la révolution climatique, de la transition climatique, c'est évidemment le financement du vieillissement de nos économies et de la population dans nos économies, c'est la nécessité du désendettement public qui atteint, surtout dans le contexte de la crise Covid, des sommets quand même très très élevés, et puis c'est les attentes en termes de gains de pouvoir d'achat qui se sont traduits dans notre pays, la France, par des bouleversements sociaux quand même d'une certaine ampleur dans le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et en 2019. Il faut tout faire pour être dans le scénario de droite et pas dans le scénario de gauche. Donc il ne faut pas avoir peur des gains, des bouleversements que peut produire l'économie numérique, l'économie digitale. Il faut au contraire accompagner ces transformations parce que si on était dans le scénario de gauche, eh bien, je ne donne pas cher de la stabilité économique, sociale et peut-être même politique et institutionnelle de nos pays. On aurait beaucoup de mal et même il serait impossible de faire face à ces grands défis. Alors, je ne vais pas développer le contenu des 2-3 slides qui suivent, qui nous disent que dans la littérature économique, il y a beaucoup d'incertitudes pour savoir quelle est l'ampleur des emplois, des postes de travail qui peuvent être menacés directement par l'émergence de cette économie digitale. Mais certains chiffrages sont assez importants, je les ai mis ici, vous voyez, Frey Osborne, qui nous disent que 50% des emplois pourraient être en brut menacés par l'émergence de cette économie digitale. Ce qui veut dire que l'émergence de l'économie digitale pourra aboutir à des destructions brutes d'emplois massives, comme dans les précédentes révolutions technologiques, et que le challenge, ici, ça va être d'accompagner ça pour qu'il y ait des transferts de ces personnes
vers d'autres emplois qui vont naître. Et on ne peut pas ici ne pas citer, évidemment, deux personnes. D'abord, Alfred Sauvy, qui est quelqu'un, un économiste démographe, qui écrivait en 1980 à cet égard, en nous parlant, nous donnant l'exemple du porteur d'eau à Paris au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans une ville comme Paris, qui était beaucoup plus petite que maintenant. Il y avait 20 000 porteurs d'eau, des gens qui portaient sur leur dos, vous voyez, dans tous les étages, des seaux d'eau pour les besoins ménagers, pour tout ce que vous pouvez imaginer, dans des conditions sanitaires, évidemment, déplorables. Eh bien, ces emplois ont disparu. Tant mieux, à la fois pour le sanitaire et puis pour le fait que ces emplois ne sont pas passionnants. Vous n'imaginez pas votre enfant, vous ne souhaitez pas pour votre enfant avoir comme avenir celui d'un porteur d'eau. Eh bien, ces emplois ont été transformés en d'autres emplois. Et c'est ça qu'il faut viser. Et puis, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence la chanson « Le Poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg. Le Poinçonneur des Lilas a disparu, c'est une bonne chose, ça a été automatisé. Et le Poinçonneur des Lilas s'est transformé en informaticien, en expert juridique, en tout ce que vous voulez. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce qu'ont fait les gains de productivité fantastiques qui ont accompagné les bouleversements technologiques de la deuxième révolution technologique? Eh bien, ces choses-là se sont transformées en nouveaux emplois, je l'ai dit, mais ce qui est une bonne chose, c'est le reversement dont parle Alfred Sauvy. On a essayé en France, à un certain moment, de s'opposer à ces transformations par des dispositifs du type pré-retraite. Des gens partaient en retraite à 50, 55 ans, ça revenait très cher pour l'ensemble de la société. C'était un gâchis de capital humain. Eh bien, il faut tout faire, évidemment, pour trouver des solutions qui ne nous amènent pas à penser à ça. Et d'ailleurs, on n'aurait pas les moyens maintenant de financer ce genre de choses. Donc voilà, la numérisation, c'est une opportunité, sur le plan quantitatif, c'est une opportunité historique. Il faut sauter sur cette opportunité, il faut accompagner cette opportunité et il faut surtout ne pas passer à côté de ce train. L'anxiété quantitative maintenant, la qualitative maintenant, c'est autre chose. Vous voyez, l'anxiété qualitative, ah oui, excusez-moi, juste un dernier point sur l'anxiété quantitative. Qu'est-ce qui a permis de financer les gains de productivité phénoménaux auxquels on a assisté pendant les précédentes révolutions technologiques et par exemple la deuxième révolution technologique qui a bouleversé le XXe siècle? Eh bien, ça a permis de financer l'augmentation des niveaux de vie qui a pris deux formes. Une première forme, c'est l'augmentation du niveau de vie économique, le fait que notre pouvoir d'achat moyen est considérablement plus élevé maintenant que ce qu'il était au début du XXe siècle. Et puis une autre forme d'amélioration de notre niveau de vie, c'est bien sûr l'augmentation des temps de loisirs. La durée du travail a été divisée par deux pour une personne qui travaille à temps plein, a été divisée par deux, vous voyez, sur le XXe siècle, et ça nous a permis de partir en vacances, ça nous a permis d'avoir des week-ends, ça nous a permis d'avoir des soirées plus longues avec nos enfants. Eh bien, ce gain de niveau de vie a été aussi financé par les gains de productivité associés à la deuxième révolution technologique. Alors, anxiété qualitative, maintenant, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas parler de la polarisation parce que j'en ai pas le temps, ça reviendra peut-être dans le cadre de la discussion qu'on aura tout à l'heure. Mais je vais parler comment dirais-je, de l'ubérisation de l'économie. Certains voient dans l'émergence de l'économie numérique un risque d'ubérisation, c'est-à-dire le développement d'emplois indépendants fortement subordonnés avec des protections appauvries. Et ces protections appauvries, beaucoup de gens pensent que ça se limite à une protection sociale. Le fait que le conducteur Uber ne bénéficie pas de la protection chômage, a une protection maladie et retraite appauvrie par rapport aux salariés. Ça n'est pas que ça. C'est aussi le fait que l'indépendant fortement subordonné, le conducteur Uber pour faire image, c'est quelqu'un qui ne bénéficie pas aussi, en termes de rémunération minimale, de la protection dont bénéficie le salarié via le SMIC. C'est quelqu'un qui ne bénéficie pas de la protection donnée au Code du travail en termes de conditions de travail, protection dont bénéficie le salarié par des durées du travail maximales. C'est aussi quelqu'un qui ne bénéficie pas, en cas de séparation, de la protection dont bénéficie le salarié. Si le salarié pense que le motif de son licenciement est un motif qui n'est pas légitime, il peut porter ça devant les prud'hommes. C'est quelque chose que ne peut pas faire le travailleur indépendant, bien sûr. Et puis enfin, le travailleur indépendant
porte souvent le risque financier de son travail. Le conducteur Uber finance lui-même son outil de travail, alors que le salarié voit son outil de travail financé par son employeur. Alors néanmoins, une première chose, c'est que ce risque d'ubérisation de l'économie est totalement démenti par les chiffres. Totalement démenti par les chiffres, parce que ce qu'on observe, c'est que sur les 15-20 dernières années, parmi les 36 pays de l'OCDE, la part de l'emploi salarié augmente dans l'emploi total. Dans 33 de ces 36 pays, augmente ou est stable. J'ai représenté ça pour les principaux ici pays développés. Et vous voyez que cette part est stable. Ici, c'est la part de l'emploi indépendant, non salarié. Elle diminue ou elle est constante dans 33 des 36 pays. Et en fait, la part de l'emploi indépendant n'augmente que dans 3 des 36 pays de l'OCDE. Et ces 3 pays sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. Et dans ces 3 pays, elle augmente depuis que des transformations réglementaires ont, je dirais, augmenté l'attractivité de l'emploi indépendant. Et en France, ça a été par exemple la création du statut du micro-entrepreneur. Mais à part ces cas, et puis en France, c'est plus 1,5 points, donc c'est quelque chose qui n'est pas considérable. À part ces 3 cas, il n'y a pas d'ubérisation générale de l'économie. Néanmoins, il y a une disproportion entre les droits, les protections dont bénéficient les salariés et les protections dont bénéficient pas, justement, dont bénéficient peu les travailleurs indépendants fortement subordonnés. Alors, on a regardé ça de près avec donc ce jury, Jacques Barthélémy, et on a vu que dans l'émergence de cet emploi indépendant fortement subordonné, il y avait 2 types d'emplois. Il y avait d'une part des travailleurs très qualifiés, des indépendants très qualifiés, avec un fort niveau de formation, une forte autonomie, et dont les conditions de travail, d'ailleurs, se rapprochent de celles des travailleurs salariés les plus qualifiés. Ces gens-là font un choix, le choix de l'indépendance, en quelque sorte, pour faire de la prestation de service. Et puis, à l'autre extrême, il y avait l'émergence de travailleurs peu qualifiés. Peu qualifiés, c'est-à-dire de travailleurs Uber, si vous voulez, ou les livreurs Deliveroo, avec un faible niveau de formation, une faible autonomie. Et bien sûr, c'est pour ces travailleurs-là qu'on doit se dire qu'il y a une situation inéquitable avec des faibles protections, donc quelque chose qui doit être corrigé si on pense que cette injustice, que cette inégalité est inacceptable du fait du déséquilibre de protection. Alors que faire face à cette situation? C'est un débat qui est en cours aujourd'hui parmi les policy makers et chez beaucoup d'économistes et de juristes. 4 solutions. Une première solution, c'est de ne rien faire et de laisser en quelque sorte les choses se décanter. Mais ça ouvre beaucoup de difficultés parce que ça amène des personnes à aller devant le juge. Et puis les juges ont leur âme et conscience de dire « Ah, là, le niveau de subordination est tel que c'est du salariat déguisé et donc je requalifie en salarié la situation de certains travailleurs indépendants qui viennent frapper à ma porte. » Donc, au cas par cas, il pourrait y avoir des requalifications, parfois de façon un peu massive. C'est ce qui s'est produit à Londres il y a quelques années. C'est une situation instable. Et donc, c'est une situation, bien sûr, qui bride le développement des activités concernées. C'est pour ça que ça ne nous paraît pas, Jacques Barthélémy et moi, souhaitable. Une autre situation qui vient d'être choisie par l'Espagne, avec un gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, qui a décidé de transformer en salariés tous les travailleurs concernés. C'est quelque chose qui date du mois dernier. Ça nous paraît un choix qui n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce qu'on perd l'indépendance, la flexibilité de ces formes d'emploi. C'est pourtant une solution qui a été proposée très récemment, au mois de décembre, dans un rapport en France, le rapport Frouin, demandé par le Premier ministre Édouard Philippe. Et Frouin, qui était auparavant le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, nous a dit qu'il faudrait transformer tous ces travailleurs en salariés dans des entreprises intermédiaires qui feraient de la prestation de services pour les plateformes. Mais ça aboutirait à une augmentation des coûts et des prix d'environ 25%. Et les travailleurs concernés, d'ailleurs, pour une majorité d'entre eux, veulent rester indépendants. Une troisième solution, c'est la création d'une catégorie intermédiaire.
intermédiaire entre le salarié et l'indépendant. C'est le choix qu'a fait la Grande-Bretagne, qui a décidé de reverser les salariés Uber, d'ailleurs dans cette catégorie. C'est le choix aussi qu'avait fait l'Italie avec le statut des cococo, en Grande-Bretagne ça s'appelle worker. Et ça ne nous paraît pas un choix souhaitable. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sent bien qu'il y a une frontière qui n'est pas très bien définie entre certains salariés indépendants, certains travailleurs indépendants fortement subordonnés et les travailleurs salariés. Et donc, qu'on amplifie en faisant ce choix la difficulté. Pourquoi? Parce qu'à une frontière un peu floue, on substitue deux frontières floues. Deux frontières, d'une part entre l'indépendant fortement subordonné et ce worker au Royaume-Uni, et puis entre ce worker et le salarié. Donc, on démultiplie en quelque sorte la difficulté plutôt que la réduire. Et donc, ce que nous, on préconise, c'est plutôt qu'on fasse une très grande réforme du droit du travail. Nos préconisations antérieures d'une très grande réforme du droit du travail ont abouti à ce qui s'appelle les ordonnances travail et la loi Pénicaud. Donc, là, on dit qu'il faut aller un petit peu plus loin, bouleverser en quelque sorte le droit du travail et faire en sorte que le droit du travail ne protège pas simplement le salarié, mais protège le travailleur, y compris le travailleur indépendant fortement subordonné. Et comment ça peut se faire? Eh bien, à notre sens, la négociation collective doit jouer ici un rôle déterminant pour définir les normes, les seuils à partir desquels tel type de protection seront associés. Alors on est très content parce que nos préconisations ont pris forme déjà dans un rapport qui a été publié il y a une dizaine de jours simplement, dont l'auteur est Bruno Mettling. Ce rapport qui a été fait à la demande de la ministre du Travail, qui lui a été remis il y a une dizaine de jours. Et Bruno nous a beaucoup entendu et a beaucoup entendu d'autres acteurs et préconise de faire exactement ça, c'est-à-dire de donner pendant 1 an les clés aux partenaires sociaux, représentants des travailleurs et représentants des employeurs des plateformes, pour qu'ils élaborent des normes protectrices dans tous les différents domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, rémunération minimale, durée du travail maximale, les conditions dans lesquelles les travailleurs concernés peuvent contester des séparations qui s'appellent des déconnexions dans le cas des plateformes. Et sur la base de ce rapport Mettling, devrait être décidé par les pouvoirs publics au mois d'avril, restons prudents, mais c'est ce qui devrait se faire, c'est ce qui se décide maintenant, des ordonnances qui justement donneront ces clés pendant 1 ou 2 ans aux partenaires sociaux pour élaborer ces normes. C'est un progrès considérable, vous voyez, c'est une autre voie qu'on choisit en France que celle qui a été retenue au Royaume-Uni et en Espagne et puis dans d'autres pays qui choisissent le laisser-faire. Alors je vois que j'ai quasiment mangé mon temps, donc je ne serai pas très long. Pour le télétravail, simplement pour vous dire ce que vous savez tous, à savoir que le télétravail était marginal avant la crise Covid et connaît maintenant une explosion pour des raisons sanitaires. Le télétravail, on peut en attendre beaucoup de choses. Une amélioration du bien-être du travailleur par une meilleure conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, entre le fait qu'il n'a plus à subir un transport qui peut être parfois long et puis qui peut bénéficier de plus d'autonomie. Pour les entreprises, ça peut améliorer la productivité et donc la performance des entreprises. Vous voyez, c'est l'amorce de la concrétisation de cette révolution technologique sur les gains de productivité et sur la croissance. Mais ça peut aussi avoir des conditions défavorables qui sont bien illustrées dans le contexte de cette crise Covid, puisque les conditions de passage au télétravail dans la crise Covid n'ont pas été optimales. Bien sûr, les managers n'étaient pas préparés, le matériel était souvent pas présent, d'une part, et puis, deuxièmement, des gens ont travaillé en télétravail, ça va être le cas dans les 4 prochaines semaines, avec des enfants autour d'eux. Ce n'est pas des conditions optimales, évidemment, pour les parents de jeunes enfants, pour télétravailler. Mais dans des conditions bien préparées, on a maintenant quand même tout un corpus de littérature économique qui nous montre que ça peut être, je dirais, l'occasion de gains de productivité vraiment considérables pour les entreprises. Et ce qu'il faut, c'est évidemment favoriser ces gains de productivité. Favoriser ces gains de productivité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le télétravail doit se pratiquer dans du sur-mesure. Dans du sur-mesure. Il n'y a pas tout télétravail ou zéro télétravail. Chaque entreprise doit définir son mode de télétravail
approprié en fonction de son activité et en fonction des attentes des salariés. Dans certaines entreprises, ça pourrait être 1 jour de télétravail par semaine, dans d'autres, 4 jours de télétravail par semaine. Il n'y a pas de norme, en quelque sorte, de bon niveau de télétravail. Ça, c'est quelque chose qui doit se décider d'une façon locale. Néanmoins, encore une fois, on peut penser que le télétravail va rester très, très développé après la crise Covid et que des entreprises sauront saisir cette opportunité. Mais ça amène des difficultés, comme toute révolution technologique. Ce n'est pas nouveau. Ça amène des difficultés. Je vais en citer 2, simplement. D'abord, le fait que ça rend des choses beaucoup plus complexes. Entre autres, la mesure du temps de travail. La mesure du temps de travail ne peut pas être celle qui est prévue dans les directives européennes, à savoir le temps pendant lequel le salarié, le travailleur est à la disposition du chef d'entreprise sans pouvoir vaquer à des occupations. Ça ne veut rien dire, cette définition, dans le cas de quelqu'un qui télétravaille de son domicile. On sent bien que l'évaluation de temps de travail doit passer d'une mesure du temps de travail à une approche en termes de charge de travail. Bien, ça, c'est quelque chose de complexe qui doit comment dirais-je, s'appréhender d'une façon fine et locale aussi, avec une autorisation de déconnexion pour les travailleurs, et puis beaucoup d'inégalités aussi, puisqu'il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables, ce qui amène des déceptions pour les travailleurs concernés. Et ça, c'est en faisant du sur-mesure, en quelque sorte, qu'on pourra prendre en compte ces différences. Et donc, pour conclure, et c'est mon dernier slide, Imen, pour conclure, encore une fois, c'est ce choc technologique dont j'ai donné 2 illustrations ici, vous voyez, à la fois par les plateformes, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres dans la discussion, par les plateformes et par le télétravail. J'ai voulu prendre des réalités qui sont dans le débat actuel. Eh bien, cette révolution technologique pourra être la source d'un bien-être, d'une amélioration du bien-être de chacun, la source de gain de performance des entreprises, pourra nous aider à affronter les défis qui sont devant nous d'une façon positive, souriante, je dirais, mais tout ça, ça demande des adaptations institutionnelles, qui sont des choses qu'il faut regarder, pratiquer sereinement, et surtout penser à ces adaptations d'une façon locale, et non pas du haut vers le bas, mais en laissant les acteurs et les acteurs de la négociation collective dans les branches et dans les entreprises trouver leur bon niveau d'équilibre, leur bon point d'équilibre, et le dialogue social, donc, jouera un rôle central dans ces évolutions. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Seth, pour votre présentation très intéressante et pertinente. Je vais laisser les questions peut-être à la fin, justement afin de donner aussi la parole. J'ai quelques questions effectivement, mais n'hésitez pas, hein, chers élèves, de poser vos questions dans le chat, hein, que ce soit à Monsieur Seth, Madame de Vitrac ou Monsieur Suquet qui prendront la parole par la suite. Donc, je vais justement donner la parole à Madame de Vitrac, donc, qui est directrice régionale ressources humaines donc, chez Ferrero, un partenaire avec qui on a développé beaucoup de dispositifs pédagogiques innovants. Et Madame de Vitrac, justement, par rapport à notre regard croisé aussi par rapport à cette conférence, parce que c'est important, comme la discipline ESH qui est multidimensionnelle, etc., d'avoir également des regards de la part de chercheurs, de la part de responsables RH, etc. Et pour vous, est-ce que vous pouvez nous parler, en général, nous donner justement votre opinion sur l'impact du digital face au monde de travail, etc., mais l'expérience également de votre entreprise, de Ferrero, sur ces thématiques. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était en tout cas une très belle présentation. Je remercie Monsieur Seth, passionnant, vraiment passionnant, parce que moi je suis plongée dans le concret, dans le pragmatique, et là ça me donne voilà, une bouffée d'air et d'inspiration, de prise de recul, donc je vous remercie beaucoup, et puis je suis voilà, ravie d'être là aujourd'hui, ravie de ce moment de partage avec les étudiants de Neoma. Et aussi très curieuse en fait
très curieuse de des réactions évidemment qu'on va avoir aujourd'hui de votre part à tous. Juste peut-être avant de rentrer rapidement dans la discussion, je voulais juste me présenter très très vite. Voilà, donc j'ai 45 ans, mes piliers fondamentaux personnels, c'est vraiment la famille. Je suis savoyarde d'origine, donc évidemment retour source pour la montagne et toute ma famille est grande férue de lecture. Voilà, donc je m'estime dans ce monde archi digitalisé, assez privilégié. Parcours professionnel purement dans les ressources humaines, presque que dans la grande consommation, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis arrivée chez Ferrero comme donc DRH il y a 3 ans. Et ensuite, un certain nombre de convictions, on va dire, professionnelles sur la façon dont je voudrais faire mon métier de ressources humaines dans ce monde qui évolue et qui change, avec une croyance assez forte en fait, dans le fait que le fait de donner de la vision, le fait d'avoir un état d'esprit en fait positif face à la transformation qui nous entoure, le fait de s'appuyer sur les forces des organisations, des équipes, des personnes, et aussi le fait d'allier systématiquement la performance avec la bienveillance. Voilà, c'est ça qui est capable de générer du leadership et de la valeur ajoutée dans les équipes. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye d'emmener en termes de transformation dans mon équipe avec les ressources humaines de Ferrero. Alors, on se parlait donc évidemment le sujet du jour, c'est, je ne sais pas si vous voyez en fait bien mon écran. Oui, c'est bon ? Parfait. Le sujet du jour, donc c'était évidemment la transformation digitale et il y a quelque chose en fait qui nous frappe vraiment dans le monde des ressources humaines, enfin dans le monde en général d'ailleurs, c'est qu'on a mis des siècles et des siècles à arriver juste à la première image de gauche où on commence à travailler un peu de manière structurée. Ensuite, on a mis un siècle assez rapidement, on a réussi à transformer un peu nos façons de travailler et en quelques dizaines d'années en fait, la transformation s'accélère et c'est quelque chose qui est vraiment frappant, c'est-à-dire c'est l'accélération dingue en réalité de la transformation qu'on est en train de vivre sur cette partie digitale. Quand on se parle de digital et de transformation digitale, c'est quelque chose qui a commencé évidemment il y a très longtemps, qui, en tout cas dans l'entreprise qui me concerne aujourd'hui, va toucher 10 domaines fondamentaux assez classiques d'ailleurs, qui sont évidemment la partie email. On se rend bien compte qu'autrefois on envoyait un courrier, une lettre. Une secrétaire peut en faire 20 par jour. Aujourd'hui, on peut faire des milliers de mails, on peut bombarder le monde entier. Donc, une transformation complète en fait des modes de communication, une transformation complète des modes de collaboration aussi, avec Skype, Zoom, etc. Une façon très différente aussi de partager, de faire circuler les informations via des intranets. On peut chercher les informations, c'est un monde complètement ouvert. Une façon aussi très différente d'appréhender nos clients, d'aller à la rencontre des consommateurs en les connaissant mieux avec tous les outils de CRM. Toutes ces notions aussi de content management, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met concrètement sur nos sites, qu'est-ce qu'on veut montrer, comment est-ce qu'on attire les bonnes personnes, etc. Comment est-ce qu'on utilise aussi le monde digital pour être plus efficace, pour driver de manière plus assertive en fait toute la dimension projet. On s'en sert aussi et ça a complètement transformé notre façon de recruter, de rentrer en contact avec les étudiants par exemple, avec les candidats, avec tout le monde en fait, qui permet, enfin tous les outils en fait qui sont intermédiaires entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'entreprise ont été bouleversés. Ça a changé évidemment notre façon de travailler sur toutes les notions de comptabilité, de payroll et de la partie administrative, en transformant et en repoussant vraiment les frontières. Donc cette transformation digitale, c'est quelque chose qu'on vivait relativement, on va dire, depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'est extraordinairement accéléré ces 10 dernières années. Et donc voilà, quelques exemples chez Ferrero. Ce qui est le plus important en fait dans notre approche à nous, c'est de se dire comment est-ce que le digital est un outil, reste un outil, ça reste un moyen en fait pour nous, pour l'entreprise, pour les dirigeants,
d'apporter de la valeur ajoutée. C'est en aucun cas quelque chose qui va nous dépasser, qui va nous entraîner. C'est vraiment quelque chose qu'on considère comme étant au service de notre performance, de notre leadership et de notre façon de fonctionner. Et en conséquence, c'est aussi quelque chose en fait qu'on va adapter et faire évoluer en fonction de notre culture d'entreprise. Et donc, évidemment, la transformation digitale qu'on peut voir dans les différentes entreprises, eh bien, n'a rien à voir en fonction de l'objectif, de la vision, du purpose d'une entreprise par rapport à une autre. Ce qui veut dire aussi que, eh bien, en tout cas, c'est quelque chose que j'engage en fait, les personnes qui cherchent un travail ou qui ont envie de changer d'entreprise à faire, c'est de regarder aussi dans quel type d'entreprise, quel type de culture ils ont envie d'aller. Et du coup, comment est-ce qu'ils vont avoir justement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser ces outils et pour être sûr que ça leur corresponde bien aussi eux en tant que mode de fonctionnement. Notre approche chez Ferrero, en fait, elle est simple. C'est que le digital, au-delà évidemment de créer de la performance, mais enfin ça, puis M. Seth en a beaucoup parlé, c'est vraiment une notion de comment est-ce qu'on crée en fait quelque chose qui soit plus facile pour les collaborateurs et quelque chose qui soit plus facile pour tous les collaborateurs. Et là, ça devient compliqué parce qu'il y a toute une partie de la population en fait qui est moins proche, on va dire, de cette transformation digitale. C'est moins facile, c'est moins quotidien. Tous les opérateurs qu'on peut avoir sur les sites de production, c'est vraiment pas des personnes qu'on souhaite laisser sur le côté. C'est vraiment des personnes qu'on veut emmener avec nous pour que eux aussi, en fait, ils soient inclus dans cette transformation. Et que en fait cette expérience du digital elle soit unique, elle soit la même pour tous les collaborateurs de Ferrero et que tous aient accès en fait au même, on va dire, au même bénéfice en fait que peut apporter le digital. Donc là, bon, il y a quelques exemples qui sont typiques un peu RH, qui sont évidemment sur toutes les plateformes en fait qu'on a sur comment est-ce qu'on travaille le onboarding avec nos nouveaux collaborateurs, comment est-ce qu'on travaille en fait le développement des carrières, le développement comment est-ce qu'on travaille les évolutions internationales, comment est-ce qu'on travaille son propre développement personnel à partir d'un selfie, on se dit voilà, comment est-ce que je prends du recul par rapport à moi, etc. Donc un certain nombre d'outils qui ont pour vocation, et là je trouve ça intéressant en fait, qui ont vraiment pour vocation en fait de faire deux choses. D'un côté, on gagne de l'efficacité. Voilà, on est de plus en plus efficace, on élimine le travail qui n'a pas de valeur ajoutée et qui casse les pieds de tout le monde. Enfin, voilà, par exemple, poser ses congés sur un feuille de papier qu'on va signer à la main, qu'on va remettre avec son manager, qui va le signer, qui va venir le porter aux ressources humaines, qui va le signer, qui va le mettre dans le système de paye. Voilà, tout ça, ça disparaît, ça n'a aucune valeur ajoutée, aucun intérêt. Ça casse les pieds de tout le monde. Et ça permet en fait enfin, je prends un exemple facile, quoi, mais ça permet vraiment de se dire, et du coup, on va focaliser en fait la valeur ajoutée de l'entreprise grâce à ces outils digitaux là où elle est, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée qu'apporte la collaboration, qu'apporte l'échange, qu'apporte la co-construction, qu'apporte le fait du fait qu'à plusieurs, on est plus intelligent en fait. Et pour nous, c'est vraiment comme ça qu'on considère cette transformation digitale. C'est une opportunité en fait pour aller se recentrer sur la valeur fondamentale en fait du travail. Monsieur Seth en parlait tout à l'heure, et sur vraiment cette intelligence collective, voilà, qui permet d'être valorisée en fait par cette transformation. L'autre aspect de l'histoire, c'est que il y a vraiment une notion, on en parlait tout à l'heure aussi de comment se répartit cette valeur. Il y a vraiment une notion qui, moi, m'est assez chère en termes de conviction de give and take, c'est-à-dire je tiens. Et pour moi, c'est vraiment une façon de se dire que eh bien, cette transformation digitale que nous, par exemple, chez Ferrero, on vit de manière très positive, qui nous permet de gagner en efficience, d'être plus rapide, plus proche de nos consommateurs, de gagner de la part de marché, de faire du chiffre d'affaires en plus, etc., de recruter des personnes en plus, enfin, bref, qui est hyper positif. Eh bien, comment est-ce qu'on est capable, en fait, de redistribuer cette valeur dont on bénéficie. Et voilà. Et quand on se parle de crainte autour de cette digitalisation, pour moi, il y a vraiment une réflexion en tant qu'entreprise à avoir autour de comment est-ce qu'on se ressent sur la bonne valeur ajoutée, effectivement, que nous permet de gagner, en fait, cette transformation, cette digitalisation, et comment est-ce qu'on en fait bénéficier en retour, en fait, notre environnement. Voilà. Enfin, c'est une réflexion un peu plus sur le long terme qui cherche à sortir un peu de la performance très égocentrique, en fait, qu'on peut trouver quand même dans le milieu occidental, pour dire ça comme ça.
Alors, on a aussi un peu oublié comment ça se passait il y a un an, puisqu'on se parlait d'accélération, de siècles qui se sont transformés en dizaines d'années, de dizaines d'années qui se transformaient en années. Alors là, on a été heurté en fait par une crise, donc l'année dernière, hein, qui a impacté cette transformation digitale et qui a alors qu'on ne pensait pas forcément que c'était possible, mais qui a démultiplié la vitesse en fait de transformation à ce moment-là. Et du coup, je trouve intéressant vous connaissez tous probablement en fait ce petit idéogramme chinois en fait, hein, qui consiste à dire, voilà, c'est le même mot en fait, le mot crise en chinois, il veut à la fois dire danger et opportunité. En fait, c'est la même notion. Une crise, c'est un danger, c'est une opportunité. Alors, du coup, nous, notre responsabilité en fait en tant qu'entreprise, hein, en tant que dirigeant chez Ferrero, quand on est face à ce genre de crise, on parlait de choc en fait, hein, dans le titre, c'est de se dire eh bien, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on s'organise pour que nous, en tant qu'entreprise, nous, en tant que dirigeants, on emmène tous nos collaborateurs et notre business et voilà, dans un sens qui fait que on va transformer cette crise en opportunité. Et là, c'est une question d'état d'esprit, en fait. C'est vraiment une question de se dire de toute façon, bon, on est dedans, je veux dire, ça ne sert à rien de perdre son temps à faire des commentaires, à râler ou quoi. Le point, c'est on y est, qu'est-ce qu'on fait pour transformer ça en opportunité? Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on a de manière générale, hein, d'ailleurs chez Ferrero. Voilà, on a un truc qui nous tombe dessus, qui ne nous convient pas, très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour le transformer en opportunité? Alors, évidemment, quand c'est une grosse crise comme ça là, bon, alors, ça fait des grosse opportunité, on peut dire ça comme ça, hein, voilà, pour être positif. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ça en opportunité? Le premier point, nous, on a mis presque 1700 personnes en fait, hein, collaborateurs hein, chez Ferrero en France. Et là, tout le monde s'arrête et on regarde un peu les dirigeants en disant mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait pour nous là? Comment ça? Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la première chose en fait, à mon sens, dans une crise de cette ampleur-là, d'abord, c'est de donner de la vision. C'est-à-dire, on ne va pas faire des coups de barre à gauche et à droite. D'abord, on va transformer ça en opportunité. Ça, c'est un état d'esprit. Et la vision, en fait, c'est que on va forcément s'en sortir. Enfin, je veux dire, on sait tous forcément que cette histoire va nous emmener quelque part. Et ben nous, notre objectif, c'est qu'on garde de cette crise eh bien, le meilleur des deux fonctionnements, c'est-à-dire le fonctionnement d'avant la crise et le fonctionnement de pendant la crise. Et pour que notre après-crise, en fait, eh bien, il soit vraiment une conjugaison des deux meilleurs modes de fonctionnement qu'on puisse. Ensuite, il a fallu de réfléchir assez rapidement en fait sur les nouvelles façons de travailler et de collaborer parce que bon, chacun dans son bureau fermé qui envoie ses mails, en fait ça fonctionnait plus du tout évidemment et c'est pas si simple que ça en fait. Alors c'est pas tellement le fait de se retrouver chez soi en télétravail avec un ordinateur finalement. Voilà, vous étudiants l'expérimenter au quotidien, on s'en sort, on y arrive. On arrive à utiliser les outils. Le point, c'est vraiment de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à créer cette valeur en fait? Parce que quand même, la valeur fondamentale, en tout cas chez Ferrero, une entreprise commerciale comme la nôtre, c'est d'être ensemble en fait et de créer ensemble des trucs qui sont plus intelligents que si on était tout seul. Or, par nature, quand on est chacun derrière son ordinateur chez soi, on se sent quand même un peu isolé. Donc, du coup, il y a vraiment il y avait une réflexion en fait fondamentale de se dire qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place immédiatement pour s'assurer que, eh bien, on est capable de continuer à générer cette valeur. Pourquoi? Parce que le jour où une entreprise arrête de générer de la valeur, en fait, là, on commence le début de la fin, quoi. Donc, il y a une dimension pour protéger nos collaborateurs et nous assurer qu'on va passer en fait ce cap. Il faut qu'on trouve, nous dirigeants, en fait, il faut qu'on trouve le moyen eh bien de continuer de s'assurer de la survie économique, de s'assurer qu'on va traverser cette crise de cette manière-là, avec une implication évidemment, et là ça devient plus compliqué évidemment, parce que ça signifie une transformation au niveau de chaque individu. Et là, cette transformation au niveau de chaque individu, bah forcément, elle est plus difficile parce qu'il y en a 1700. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à quelque chose que vous avez cité tout à l'heure, Monsieur Seth, en fait, qui est bien la transformation radicale, fondamentale et pour toujours, je pense, du rôle des managers dans l'entreprise.
c'est terminé. Il est impossible pour un manager aujourd'hui qui veut garder, évidemment, je parle de managers qui cherchent à vraiment manager son équipe, à les engager, à les développer, etc. Eh bien, il est impossible en fait à un manager qui veut garder son équipe engagée, embarquée dans le changement, de continuer à fonctionner comme avant. C'est impossible. Donc, ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est ça. En fait, donc c'est vraiment déjà penché sur comment est-ce qu'on s'organise là maintenant tout de suite pour s'assurer en fait que l'organiser bon système. Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde est formé au bon système? Parce que c'est quand même pas une évidence absolue, quoi. On n'est pas tous des geeks, loin de là. On n'est pas tous. Il y a même des personnes qui sont voilà, qui débarquent un peu, quoi, dans cet environnement-là. Bon, alors en 2 jours, le 16 mars l'année dernière, je me souviens parfaitement bien, entre le mardi et le mercredi, tout le monde s'est retrouvé chez soi avec son ordinateur et vas-y, quoi. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour accompagner tout le monde et pour s'assurer que tous les systèmes qui sont extrêmement lourds, évidemment, soient en place. On a mis en place nos ways of working et ensuite, on a en fait passé beaucoup de temps en fait à approfondir et à creuser en fait sur quels sont les besoins de nos collaborateurs, comment est-ce qu'on les accompagne au mieux, etc. Et après, on est arrivé en fait et bien justement au fait qu'il y a des choses que seul le manager peut faire, il y a des choses que seul le collaborateur peut faire et que eh bien, le fait que ces choses-là fonctionnent, c'est vraiment la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Donc, je pense que les entreprises, à travers cette crise, en fait, ont un peu changé en termes de responsabilité sociale, j'allais dire, et aussi en termes de responsabilité économique. Et je trouve ça, en fait, assez intéressant. Bon, il y a toujours on se serait bien passé de la crise, pour être complètement honnête, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses, vraiment des enseignements assez passionnants en fait, qui en ressortent. La transformation du rôle du manager, en fait, elle est vraiment, eh bien, comme c'est la seule personne en fait, finalement que le collaborateur va avoir au quotidien, c'est fini la machine à café, c'est fini le fait qu'on croise son N+2, qu'on croise ses collègues, tout ça c'est terminé. Donc ça veut dire que la personne en fait qui va créer l'environnement social, s'assurer de préserver le lien en fait, du collaborateur avec l'entreprise, eh bien c'est le manager. C'est grâce à lui que va passer cette vision de l'après-crise, de où est-ce qu'on veut aller, de pourquoi est-ce qu'on va emmener tout le monde avec nous. C'est lui qui va pouvoir engager en fait un par un ses collaborateurs et son rôle en fait devient complètement fondamental. Après, donc il y a eu des tas d'impacts vraiment très très positifs aussi en fait de cette crise, de ce mode, enfin pas la crise, de ce mode de fonctionnement, de transformation de nos modes de fonctionnement. Ça a permis déjà un premier truc, constat très simple. Déjà, ça casse les barrières, ça casse fondamentalement les barrières, c'est-à-dire que hier c'était quand même un peu plus compliqué d'appeler la personne qui est au fin fond de la Chine, on ne sait pas trop, il faut les prendre au téléphone, on n'a pas le numéro au téléphone, voilà. Bon, et ben tout ça, les barrières un peu hiérarchiques, les barrières géographiques, les barrières, tout ça c'est cassé en fait, ça n'existe plus, il n'y a plus, voilà, donc ça donne un monde qui est complètement ouvert, ça donne aussi un monde en fait où qui est transparent parce que l'accès à l'information est énorme en fait, puisque justement tout ce mécanisme en fait de la digitalisation, eh bien donc on pouvait s'en passer finalement d'aller sur l'intranet précédemment parce qu'on avait l'information au café, quoi. Là c'est terminé, donc en fait on a vraiment tout le monde en fait a accès au même niveau d'information. Il y a aussi donc ça donne forcément une vraie transparence. Il y a aussi cette notion de développement des réseaux sociaux qui explose, en tout cas chez Ferrero, qui a vraiment explosé et qui a permis, on va dire, de renforcer en fait cette notion de culture de la collaboration, culture de l'humain, ce qui est paradoxal, parce qu'on entend partout le télétravail, ça tue l'humain. Ah non, le télétravail, ça ne tue pas l'humain. Quand c'est bien organisé, bien structuré, fait de manière intelligente et bienveillante, eh bien, ça permet aussi de renforcer un certain nombre de travailler sur la notion de communauté un peu différente. Ça permet de valoriser les individus, ça permet de créer du lien, ça permet de faire des choses en fait qu'on faisait moins bien, je pense, par le passé. Et puis après, il y a plein d'autres exemples très intéressants. Par exemple, on prend la partie formation. Donc, vous savez, dans les ressources humaines, on a évidemment une grosse partie de notre métier qui consiste à travailler sur le développement professionnel. Donc, on arrive on a fait
avec ses compétences et ses études. Évidemment, continue à se développer, à grandir pendant toute sa vie professionnelle, eh bien, on se rend compte que la façon d'apprendre, les méthodes d'apprentissage n'ont plus rien à voir. Avant, on était complètement standardisé. On avait dans une salle 15, 30 personnes, voilà, on faisait venir les gens comme une classe, en fait, comme quand on était en classe. Voilà, on met les gens dans une salle, on met un formateur, et puis voilà, ça dure une journée, 2 jours, et voilà. Bon, ben là, maintenant, c'est complètement terminé, ça. On n'a plus besoin de classe, alors du coup, pardon? Madame de Vitrac, je suis le gardien du temps, donc… Je me dépêche, j'ai fini, oui, c'est ma dernière slide. Et du coup, je termine. Donc, ça transforme en fait cette façon, les notions d'apprentissage. On découvre aussi des nouvelles, vous parliez tout à l'heure de relations sociales. Eh bien, ça transforme aussi la façon, alors je ne pensais pas ça possible, dont on est capable de discuter avec nos partenaires sociaux, étranges en fait, hein, de signer un accord avec Force ouvrière via une plateforme digitale. C'est quand même quelque chose que personnellement, je n'imaginais pas forcément possible il y a assez peu de temps. Et enfin, il y a évidemment les dangers qui vont avec cette digitalisation, c'est-à-dire le fait qu'on perde la notion de structure, qu'on perd la notion de focalisation, qu'on perd la notion de lien. Et ça, en fait, je pense que malheureusement, on en verra les conséquences probablement postérieurement, a posteriori. Et c'est là, en fait, que, eh bien, il faudra qu'on essaye d'allier en fait tous les modes de fonctionnement en fait qui étaient très performants avant la crise et ceux qui sont performants pendant la crise. Voilà. En fait j'en ai fini à peu près. Hein, c'est à peu près les exemples en fait que je voulais donner. Voilà. Merci beaucoup, Madame de Vitrac. Peut-être parce que justement le temps est quasiment fini, on va quand même laisser la parole à Monsieur Suquet. Et j'ai beaucoup de questions aussi dans le chat, etc., que je poserai à la fin. Donc, Paco, par exemple, est en forme. Il y a pas mal de questions. Ne vous inquiétez pas, on va permettre de poser toutes ces questions à Monsieur Seth et les autres conférenciers. Mais j'aimerais d'abord laisser aussi Jean-Baptiste donner sa vision justement de cette thématique qui est un peu différente, je pense, en tous les cas complémentaire. Donc, je te laisse la parole, Jean-Baptiste, et comme on a dit, on garde quelques minutes à la fin pour les questions aux 3 conférenciers. Merci. Merci, Imen. Bonjour à tous. J'ai combien de temps, du coup, Imen? 10 minutes, Jean-Baptiste, maximum. 10 minutes. On a dépassé le temps, mais voilà. Je m'adapte, pas de souci, je m'adapte, t'inquiète pas. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre un point de vue un peu complémentaire, hein, c'est la règle du jeu. Un point de vue que je vais développer, c'est un point de vue plutôt qui est porté par la sociologie du travail, plus largement les sciences du travail, ergonomie, psychologie. Et c'est un point de vue d'observateur extérieur de l'entreprise, académique, mais au plus près des situations de travail. Et au-delà de la règle du jeu et du fait qu'effectivement, pour le point de vue complémentaire, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important, c'est que on est en transition avec ce choc du digital vers de nouvelles formes d'organisation, hein, soit que ce soit des organisations qui intègrent des outils digitaux, soit que ce soit des nouvelles formes d'organisation complètement disruptives au sens de plateforme, soit qu'on soit dans le cadre du télétravail à dose intensive comme on a eu ces derniers temps. Dans tous les cas, ça interpelle assez fortement en fait les organisations du travail. Alors, qui peuvent y faire face plus ou moins rapidement, hein. On a des tendances de long terme avec les outils digitaux qui se diffusent comme dans le tourisme par exemple, la réalité virtuelle, et puis on a aussi le télétravail, je disais, avec le Covid qui, pour certaines organisations, s'est vraiment manifesté très rapidement. Mais dans tous les cas, en fait, il s'agit d'arriver à remettre en place une organisation du travail. Et ce qui m'intéresse, moi, je ne me suis pas présenté, mais je travaille un peu avec les étudiants, en fait, parce que je m'adresse à des étudiants, du coup, essentiellement, je précise ça. Je m'occupe d'un cours, justement, d'organisation du travail et ressources humaines, dans la spécialisation ressources humaines et consulting pour le programme Grande École. Et justement, cette vision de l'organisation que j'essaie de faire passer auprès des étudiants, c'est un peu comme une sorte de puzzle à 1000 pièces, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que je pense que chacun se voit à peu près la difficulté et le côté un petit peu infini en termes d'efforts qu'il y a à faire pour arriver miraculeusement à articuler harmonieusement toutes ces pièces-là. Je voudrais insister du coup sur une des pièces qui peut être essentielle pour faire tenir le puzzle et qu'on a tendance à oublier souvent. Madame de Vitrac en a parlé déjà un petit peu, elle a évoqué, c'est ces questions du relationnel peut-être informel, qui n'est pas forcément prévu par les fiches de poste, par du
process, qui n'est pas non plus dans du réglementaire évidemment, qui est alors pas forcément de l'informel au sens imprévisible qu'on ne pourrait pas contrôler, mais justement, pour aller dans le sens de ce que dirait Mintzberg, des relations qui vont aller dans le sens plutôt de la création d'une culture, une culture d'entreprise, une culture de métier, tout ce qui peut contribuer à mettre en place des rituels, bref, toutes ces choses en fait qui font que ça une organisation et qui fait qu'au quotidien, en fait, on arrive à travailler, que le travail est soutenable malgré les épreuves, etc. Et ces enjeux-là, en fait, sont des enjeux qui sont aussi des enjeux soulevés par le digital, assez fortement. Pour le dire, du coup, pour commencer par ces relations-là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir à quel point les relations entre collègues elles sont affectées par le télétravail, par exemple. J'étais allé récemment vous pouvez voir beaucoup de médias en ligne comme je sais pas, Welcome to the Jungle, par exemple. Orange aussi a mis en place ses bonnes pratiques sur comment gérer du télétravail et comment favoriser les relations entre collègues pour ne pas avoir cette perte du collectif, etc. Ferrero aussi du coup, a mis en place des pratiques justement pour développer et ne pas perdre ce sens de relations entre collègues. Je pense que là, on a du coup des enjeux et on voit bien que c'est pas après le premier confinement que tous les conseils ont été mis en place et que ça a été réglé. En fait, la littérature, elle continue à ce niveau-là. On a des enjeux aussi, évidemment, pour les nouvelles formes d'organisation qui se disent des plateformes intermédiatrices, mais qui, en fait, paradoxalement, ont tendance à isoler énormément à partir d'un algorithme. Elles mettent en relation des offreurs et des demandeurs avec les clients, si on reprend l'exemple d'Uber. Mais par contre, en termes de travailleurs, pour le coup, il y a plutôt tendance à un éclatement, à un espacement et à une difficulté à mettre en relation qui n'est pas prévue la plupart du temps par ces algorithmes. D'autre part, la question qui va se poser, du coup, ça va être aussi la question de savoir ce qui manque si on n'arrive pas à retrouver ces relations. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie question à se poser, une vraie question sur quelque chose qui peut sembler symbolique et peut-être secondaire, mais qui, à mon avis, est vraiment essentiel. C'est la question, du coup, de ce qu'on perd en termes de sens du travail. Il y a quel sens j'arrive à donner à mon rôle, à mon travail, comment est-ce que je comprends la valeur que je crée, etc. Et qui ne tiennent pas simplement dans des statistiques, en fait, et qui sont vraiment quelque chose qu'il faut penser aussi au niveau de la subjectivité du travailleur lui-même. De ce point de vue-là, je pense que si on reprend un petit peu les différentes situations ou les différents types de chocs qu'il peut y avoir pour le monde du travail autour du digital, de la population salariée, le sens de mon travail, c'est l'appartenance à un collectif et que d'un coup, je me retrouve basculé en télétravail avec peu de moyens, ou alors des moyens qui ne me conviennent pas, parce qu'il peut y avoir des moyens qui sont mis à disposition par l'entreprise, mais qui est-ce que je peux plus voir mes collègues? Est-ce que le petit café du matin, c'est fini? Et ça, qu'est-ce que ça a sur, si on prend un guide conférencier par exemple qui se voit tout d'un coup adjoindre un assistant qui en fait est une tablette qui offre une possibilité de visite en réalité virtuelle, ça interpelle aussi le sens du travail du conférencier. J'ai pu accompagner des guides conférenciers sur des projets de recherche. La première question qui se pose n'est pas tellement une question de ce que mon travail va disparaître, mais plutôt j'aurais bien mon emploi, mais qu'est-ce que j'apporte moi comme valeur? Est-ce que je suis concurrencé par la machine? Un peu de la même façon que les ludistes dont parlait Gilbert Sett, en se demandant mais du coup quelle place me reste-t-il? Pas encore au niveau de l'emploi, mais au niveau de la création de valeur, et ça amène à retravailler du coup ce qu'on est capable d'offrir à son visiteur, là pour le cas des guides conférenciers. Je pense que Madame de Vitrac a parlé aussi du management. Là aussi, on a énormément de managers aujourd'hui qui sont fortement interpellés dans leur compréhension de la pratique managériale par ce que c'est que manager à distance. On manage à distance, certes. Du coup, il y a probablement une vraie question derrière sur est-ce qu'on est capable de contrôler de la même façon. Et je pense que vous avez tous entendu parler, parce que pour le coup, il n'y a pas besoin de lire un article académique, pour le coup, c'est vraiment des histoires quotidiennes qu'on entend en permanence depuis un an. C'est ces managers un petit peu abusifs et un peu intrusifs qui n'arrivent pas à manager autrement qu'en étant très très proches
et très tatillons au final, hein, et qui vont demander à Alain de maintenir la vidéo allumée toute la journée, parce que si je ne vous vois pas, en fait, je ne suis pas sûr que j'arrive à vous manager. Bon, là, on est au cœur un petit peu de ce que quelqu'un, dans son intimité, dans sa subjectivité, peut, parce qu'il a une certaine compréhension de son rôle managérial, en fait, est amené à remettre en cause ou pas dans sa pratique managériale. Et on voit bien que je parlais du puzzle et de à quel point c'est harmonieux, on peut avoir des pratiques managériales qui tombent un peu à plat dans ce nouveau contexte et qu'il faut du coup réinventer. Mais ça suppose effectivement de l'accompagnement qui est de l'accompagnement sur le développement de compétences, mais encore une fois, plus fondamentalement aussi sur la compréhension de son rôle. Peut-être dernière chose aussi pour voir aussi par rapport à Uber, on en a beaucoup parlé d'Uber. Évidemment, là aussi, il y a des choses à observer et à suivre avec beaucoup d'intérêt en ce qui me concerne, qui sont qu'est-ce qui se développe chez Uber? Alors, qu'est-ce qui se développe évidemment en termes d'identité au travail? J'ai pu assister récemment à la présentation de résultats de collègues qui présentaient des résultats d'entretiens qu'ils avaient menés auprès de chauffeurs Uber en fait dans la ville du Cap en Afrique du Sud et qui insistait, alors je précise ça parce que le contexte joue probablement un rôle important, mais qui insistait sur le fait que pour ces chauffeurs-là, il y avait un vrai sentiment de professionnalisme supplémentaire par rapport à quand ils étaient taxis, qui émergeait du fait d'être en interaction avec une application qui avait un côté manifestement assez convaincant, assez glamour peut-être, et qui de leur point de vue leur permettait d'avoir un surplus de sentiment de professionnalisme. Et puis, évidemment, du côté d'Uber, on suit les événements et on suit l'histoire de la réflexion juridique, on va dire ça comme ça, sur le statut. Mais peut-être même avant ça, il y a cette question, ou en tout cas à côté de ça, il y a cette question de savoir comment est-ce que les chauffeurs en fait se constituent en tant que collectif, même au quotidien. Alex Rosenblatt, une ethnographe qui a passé beaucoup de temps avec les chauffeurs d'Uber, a bien mis en évidence l'importance des groupes WhatsApp que les chauffeurs avaient créés eux-mêmes. En fait. Alors là aussi, c'est pas fourni par l'entreprise, ça émerge spontanément du terrain. Et ça émerge des chauffeurs entre eux qui, au final, utilisent cet outil-là, qui paradoxalement et ironiquement est un outil très digital pour le coup, mais qui leur permet d'arriver à mieux comprendre l'organisation du travail, in fine évidemment dans un but de se défendre et d'arriver à retrouver des conditions d'emploi et des conditions de travail qui soient plus acceptables pour faire écho à ce que disait Monsieur Seth. Voilà, donc ce que je voulais un petit peu dire rapidement, c'était cette idée que je pense qu'il y a un enjeu en fait des travailleurs et que ces relations quotidiennes, elles ne sont pas négligeables, il ne faudrait pas les voir comme la dernière roue du carrosse dans la mesure où ces relations en fait sont en quelque sorte une sorte de creuset, et c'est pour ça que j'ai présenté les deux, un creuset culturel, un creuset extrêmement important parce que c'est derrière et à partir de ces relations à retrouver, à maintenir, à soutenir, à favoriser, derrière ces relations qu'on peut avoir du coup des transitions, y compris au niveau subjectif, au niveau identitaire. Je m'arrête là, Imen, je pense que... Merci beaucoup Jean-Baptiste. Écoutez, donc là, je vais, merci à vous trois, je vais reprendre quelques questions posées justement de la part de nos élèves. Donc, je vais commencer par toi Jean-Baptiste puisque j'ai écourté ton intervention éventuellement. Et j'ai une question sur, tu venais de justement dans ta conclusion sur le creuset culturel, etc. Mais comment soutenir? Toi, quelle est éventuellement ta position par rapport à comment soutenir le creuset culturel face au digital? Ok, merci Imen. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de recette évidente et complètement magique, mais je pense que la réponse, elle doit se trouver dans, alors évidemment, un accompagnement, c'est des choses qui vont se créer sur la durée, et un accompagnement avec une attention particulière, en fait, et équilibrée de la part du management, à trouver un équilibre entre ce qui va être proposé par l'organisation, et là je renvoie à Madame de Vitrac sur tout ce qui était proposé par Ferrero, ce qui était imaginé comme dispositif, les réseaux sociaux d'entreprise, etc. Et puis ce qui va spontanément émerger, et
et qu'on voit dans les études aussi, c'est-à-dire que quel que soit ce que propose l'entreprise, il y a l'émergence du terrain, et même si l'entreprise propose quelque chose, ça va être réapproprié. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on peut retrouver un équilibre entre les deux, quelque sorte de dialectique entre les deux pour arriver, si tu veux, pour prendre une image qu'on on est sur des phénomènes sociaux qui sont spontanés. N'importe qui, dans un contexte de travail, va développer des relations et ça va générer quelque chose. Pour que l'entreprise puisse en bénéficier, elle n'a pas à prescrire ça, puisque c'est un phénomène social spontané. Elle doit s'assurer de mettre en place un environnement qui va être favorable à ce que ces relations fleurissent, soient maintenues, etc. Et de ce fait, sur la durée, si on est attentif à ça et qu'on encadre, on donne les infrastructures, mais qu'on... Voilà, faire. Merci Jean-Baptiste. Et je vais revenir parce qu'il y avait des questions aussi qui attendent depuis un moment, depuis l'intervention de Monsieur Seth. Et en particulier, j'ai une ou deux questions de Paco. Merci Paco pour toutes ces questions. Monsieur Seth, j'ai Paco qui vous pose la question suivante. Donc, le début de votre présentation, on montre qu'il met en évidence de très belles partie, vous présentez plutôt des formidables gains de productivité attendus du numérique. Donc, on vous pose la question est-ce que c'est un vœu pieux ou plutôt qu'une réalité? Alors, la question est vraiment intéressante et tout à fait pertinente. Vous voyez, en ce moment, chez les économistes, il y a énormément de débats, chez les économistes de la croissance, énormément de débats. Si la croissance va être augmentée d'une façon considérable, ou si au contraire, on peut être plongé dans une situation de secular stagnation, c'est-à-dire de longues périodes encore devant nous de croissance très faible. Et parmi les ténors d'ailleurs de cette deuxième approche, il y a des économistes d'une grande renommée, Larry Summers par exemple, ou Bob Gordon, des économistes américains très les uns et les autres qui émergent. Au niveau sur des données d'entreprise individuelles, je n'ai pas eu le temps de commenter l'un des résultats d'estimation que j'ai obtenu il y a peu de temps et qui faisait l'objet d'un slide, mais ça aurait pris trop de temps pour le commenter, c'est que l'adoption de méthodes de production qui recourent énormément à la digitalisation peut aboutir au niveau de l'entreprise à des gains de productivité très très forts. Avec certaines qualités de main-d'œuvre, c'est complémentaire avec beaucoup de choses comme ça. Et vous voyez, c'est cette combinaison qui permet de s'élever vers le haut. C'est exactement comme le télétravail, comme l'a dit Madame de Vitrac. Vous voyez, le télétravail, ça peut être la pire des choses quand c'est mal pratiqué, mais quand les managers sont associés à la mise en œuvre de méthodes bien préparées de télétravail, économistes de l'OCDE et d'ailleurs, pour essayer de caractériser cette articulation très forte entre, sachant aussi ce que disait Jean-Baptiste, entre les transformations de certaines cultures de management nécessaires pour que les transformations des modes de travail soient des opportunités, se transforment en opportunités très fortes. Et pour parler du management, en France, si on se compare à d'autres pays, qu'en moyenne, les qualités managériales en France sont peut-être un petit peu inférieures. On a des marges de progression, disons, comparé à d'autres pays, comme par exemple le Japon, et elles sont assez peu basées sur ce qu'on peut appeler le trust, la confiance. Vous voyez, des rapports de confiance entre managers et ses équipes. Et ces rapports de confiance
sont indispensables quand on met en œuvre des nouvelles méthodes de travail comme le télétravail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en ouvrant la porte et en voyant si une personne est là dans son bureau de 8h30 du matin à 6h du soir qu'on peut appréhender sa quantité de travail. Ce sera un tout autre rapport, et un rapport qui appréhendera le travail par la charge de travail et qui repose beaucoup sur la confiance et les rapports de confiance que le manager et ses employés seront amenés à développer. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Et là, il y a une culture, en quelque sorte, qu'il faut transformer en France pour qu'on tire le meilleur parti de la chose. Donc, j'y crois parce que, je veux dire, tous les travaux statistiques nous le montrent. Mais, encore une fois, l'extension de ce genre de choses nous demande encore, en France, dans un pays comme la France, comme dans les autres pays avancés, du temps pour se concrétiser. Mais je fais partie des gens qui pensent que le tsunami risque d'être fort puissant. Il faudrait qu'il ne soit pas aussi dévastateur qu'il l'avait été au Japon, mais qu'on soit au sommet de la vague et qu'on ne soit pas roulé, en quelque sorte, par le tsunami, qu'on ne se le prenne pas en pleine face de façon brutale. Merci, Monsieur Seth. Il y a encore une question pour vous par rapport à votre 4e proposition, qui est de faire une grande réforme du droit de travail. Et là, on vous pose la question, ne revient-elle pas à faire peser sur la collectivité, donc via l'impôt, ce qui relève de l'assurance sociale ou des cotisations sociales? Mais il est clair qu'il faut rester dans des logiques d'assurance. Et il faut que ces professions, ces activités fassent émerger comment, je dirais à partir de certains seuils, l'assurance, en quelque sorte, sera présente dans le domaine de la protection sociale, avec un effort contributif associé pour que des protections soient en regard de cet effort contributif. Il est hors de question, évidemment, de sortir de cette logique d'assurance. Néanmoins, gardez bien en tête que cette logique d'assurance n'est pas la seule à prendre en compte. Il n'y a pas que la protection sociale. J'ai essayé de développer le fait qu'à côté de la protection sociale qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense évidemment aux travailleurs subordonnés des plateformes qui n'ont pas la même protection sociale que les salariés. Mais il y a d'autres choses. Il y a évidemment la rémunération minimale. Je préside le groupe d'experts sur le SMIC. Je veux dire, l'équivalent d'un SMIC n'existe pas pour les travailleurs des plateformes fortement subordonnés. La protection comme des durées du travail maximales, et là on est dans la protection de la santé du travailleur. C'est pour ça que des normes ont été imposées sur les amplitudes maximales de travail. Vous voyez, non seulement pour protéger la santé du travailleur, mais pour protéger la santé de chacun d'entre nous. Hein, si vous promenez vos enfants, vous traversez la rue, vous préférez que le conducteur Uber qui passe à côté n'ait pas travaillé 80 heures par semaine pour éventuellement avoir de bons réflexes si votre enfant se met à cavaler et à travailler au vert. Vous voyez, c'est aussi ça, la protection, en quelque sorte, qui est offerte par des amplitudes de travail maximales. Et puis, c'est le droit de contestation dans l'équivalent de licenciement. Un salarié peut dire non, le motif de contestation, de licenciement, pardon, est abusif et je veux le contester devant le tribunal des prud'hommes qui jugera en son âme et conscience. Le travailleur des plateformes n'a pas cette possibilité de contestation si la plateforme le déconnecte. Vous voyez, c'est tout ça, c'est pas que de la protection sociale. Et dans le domaine de la protection sociale, il faut évidemment que ces droits croissants, cette extension des droits qui devraient être négociés via la négociation collective, par les partenaires sociaux, soient associés à un effort contributif. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais je voudrais quand même préciser qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, les travailleurs de plateforme sont soumis, comme tous les travailleurs, à la CSG sur l'ensemble de leurs revenus. Et que la contribution chômage, maintenant, est passée d'une assiette salaire à une assiette revenu. Il faut quand même le garder en tête. Et donc, le travailleur des plateformes, il contribue au financement de la protection chômage sans avoir de droits associés à cet effort contributif. Vous voyez, c'est plutôt le contraire qu'il faut souligner. Aujourd'hui, il travaille, il a un revenu, il contribue sur la base de ce revenu, il n'a pas de droits associés depuis la bascule du début de l'année 2019. Vous voyez, c'est l'inverse de ce que vous dites, Paco.
Merci Gilbert. Bah, écoutez, donc on est déjà voilà, presque 19 heures, donc on a dépassé largement le temps de la conférence et encore, je sais que c'est un sujet très passionnant. Nous avons encore d'autres questions. Moi-même, hein, j'ai d'autres questions, mais je profiterai peut-être plus tard. Donc pour les poser, nos étudiants, n'hésitez pas aussi. Voilà, j'ai essayé de prendre les questions qui se sont répétées ou celles de Paco. Voilà, il y a des questions qui m'ont été envoyées aussi toutes seules et d'autres qui ont été sur le chat tout le monde. Donc, je vais donner la parole plutôt à Monsieur Péot pour conclure et nous faire une synthèse par rapport à cette conférence, par rapport à la thématique. Donc, avant de dire au revoir à nos chers étudiants. Monsieur Péot, à vous. Alors, je vais vous remercier d'abord pour l'excellente tenue des propos et pour le côté extrêmement stimulant. Hein. Nous n'avons pas l'habitude, hein. Moi je suis un pur produit d'éducation nationale, donc il y a des choses qui nous sont présentées qui sortent un peu des champs habituels de ce qu'on entend ou de ce qu'on vit. Donc je suis très heureux de ce qui a été entendu, donc de ce qui a été dit, de ce que j'ai entendu. Je dirais moi que je conclus de ce qui a été dit, c'est qu'évidemment les conséquences peuvent être extrêmement variées, que ça dépend beaucoup des organisations dans lesquelles la digitalisation se met en place et de la façon dont on la met en place. Que, comme toutes les révolutions technologiques depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait, l'homme est toujours inquiet de ce qu'il ne connaît pas. Donc, on saura, c'est toujours, nous, on est facile pour les 2 premières révolutions industrielles, puisqu'on regarde ça de manière rétrospective. Là, évidemment, là, il faut faire un effort de prospective et c'est beaucoup plus compliqué. Les angoisses sont pas forcément faciles à dissiper. Monsieur Seth disait tout à l'heure qu'il y avait ça reposait sur la confiance. On sait bien qu'en France, par exemple, le mot confiance est un mot qui vient spontanément, difficilement dans beaucoup d'organisations, puisque on a une culture de l'affrontement, hein, historiquement héritée, de l'affrontement social, de la lutte des classes, hein, à une époque, avec un syndicalisme qui est fractionné, fracturé, peu représentatif. Donc, on n'a pas les mêmes conditions de négociation collective que dans d'autres pays. Et il est possible que ça joue. Au Japon, on ne vit pas de la même manière qu'en France. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé très intéressant aussi la présentation de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, puisque ça, évidemment, alors là, l'éducation nationale, pour le coup, on n'est pas extraordinairement roué à la chose. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et il en ressort aussi que, évidemment, il y a façon et façon de digitaliser et qu'on ne peut pas faire les choses d'abord contre les gens, ce que j'ai compris, il faut qu'ils soient accompagnés. Et que le travail des relations humaines, c'est ça, c'est d'accompagner les gens vers le changement pour éviter qu'ils n'aient l'impression de le subir, hein, plus que qu'ils puissent leur apporter quelque chose de positif. Et effectivement, c'est la question qu'on entend souvent. Alors, il y a 2 choses, moi, qui m'intéressent avec la digitalisation. C'est d'abord l'exemple du bateau coincé dans le canal de Suez, parce que je me dis toujours, quand on parle de ça, qu'on a une économie qui est une économie de flux maintenant. Tout circule tout le temps. Donc, n'y a-t-il pas aussi dans toutes ces pratiques à risque de vulnérabilité qui n'existaient pas avant, puisqu'on voit un porte-container bloqué, 300 qui sont derrière, si jamais les réseaux ne supportent pas, donc c'est-à-dire qu'il y a des gros efforts d'infrastructure à faire pour que tout ça fonctionne pleinement et très bien, et a-t-on les moyens de les financer, hein, et la conviction qu'il faut les financer. Regardez les débats sur la 5G, par exemple, c'est des choses qui m'amusent, qui m'intéressent aussi. Je trouve que les réactions sont souvent épidermiques. Et puis, effectivement, il y a la question de la substitution du contrat de service au contrat de travail. Hein, on voit que dans la jeunesse actuelle, beaucoup de jeunes qui ont du mal à intégrer le monde du travail et qui montent sur des vélos pour apporter des plats, qui essaient de s'insérer là-dedans. C'est un peu informel, c'est parfois un peu dangereux aussi. Et je pense qu'ils attendent effectivement que leur avenir soit d'une certaine manière un peu conforté par une amélioration des dispositions légales et de la protection à laquelle ils ont parfois l'impression d'échapper, ou d'être en marge de laquelle ils ont l'impression de se situer. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que les jeunes qui vous ont écouté ont appris aussi beaucoup de choses. Donc je remercie encore Neoma, je remercie le président de la PHEC, Alain Joyeux, qui a encouragé l'initiative, Christine Pires, la vice-présidente de la Voix E, hein, de la Voix Éco, pour quelques mois encore, avant qu'on bascule en ECG, qui m'a mis en relation avec Madame Mejri, Madame Daven, Madame Gay. Donc voilà, je suis très heureux de cette première. On a appris beaucoup de choses. Je vous en remercie.
Merci beaucoup Gérard Péot. Donc nous sommes également très heureux de ce partenariat, hein, donc comme on l'a dit, de cette conférence inaugurale. On l'a dit au début de la conférence que c'est la première conférence. Nous espérons qu'elle sera la première parmi plein d'autres sur des sujets voilà, diverses et variées. La discipline ESH est une discipline vraiment qui est importante aussi dans les écoles de commerce et les grandes écoles de commerce parce qu'elle permet de voir dans le côté multidimensionnel. Nous avons par exemple dans le PGE de Neoma différentes capsules, cours, etc. qui reprennent justement les 3 dimensions également de l'ESH. Et c'est un exemple de continuum, comme je l'ai dit au début, entre les grandes écoles de commerce et le PGE de Neoma en particulier, évidemment, avec les classes préparatoires. Donc, je tenais également à remercier donc les conférenciers. Donc, Monsieur Seth, merci pour votre présence. J'ai beaucoup appris également. Votre intervention était très pertinente. Madame de Vitrac, également le témoignage sur le côté entreprise Ferrero, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un partenaire à la fois académique, mais également voilà, qui recrute les étudiants, etc. Et votre vision justement de notre thématique était complémentaire et donc par rapport à l'intervention justement de Monsieur Seth et de Jean-Baptiste Suquet, professeur donc à Neoma Business School. Merci Jean-Baptiste également pour ton apport. Voilà, merci à tous les élèves, donc les étudiants, les participants. Merci encore. Et puis, à bientôt pour de nouvelles conférences ESH, mais également d'autres, évidemment, thématiques pertinentes, intéressantes qui nous permettent justement de maintenir ce continuum avec les classes prépa. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci aux 3 conférenciers. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.